Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Abdelmajid Tebboune, élu président de la République en Algérie. Il a obtenu 58,15% des suffrages selon les résultats annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections. Les drapeaux sont en berne au Niger. Un deuil national de 3 jours a démarré ce vendredi en hommage aux victimes de l'attentat d'Inates, des victimes qui ont toutes été décorées à titre posthume. Et puis le Nigeria fait tomber les barrières de la libre circulation des personnes. L'adoption du visa à l'entrée pour les Africains est annoncée dès janvier 2020. Les urnes ont rendu leur verdict en Algérie. Selon l'autorité nationale des élections, Abdelmajid Tebboune, ancien ministre puis chef du gouvernement de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, a été élu président de la République. Âgé de 74 ans, il a recueilli 58,15% des suffrages lors de la présidentielle de ce 12 décembre. Un non-événement pour le mouvement Irak qui maintient la pression. On fait le point tout de suite avec Aïssa Toubari. Abdelmajid Tebboune, élu président de l'Algérie. Selon l'autorité nationale indépendante des élections, l'ex-premier ministre a récolté 58,15% des voix à l'issue du premier tour qu'il opposait à 4 autres candidats. Favori, il remporte ce scrutin dans un contexte de vives tensions qui ont émaillé la journée du jeudi 12, jour du vote, dans plusieurs villes du pays. Donc ça montre que les radicaux du Hirak, le mouvement de contestation, qui appelait à un boycott, cette tendance antidémocratique, n'a pas été écouté par les Algériens. Le taux de participation, on s'attendait à ce qu'il soit très très faible. Il y a une partie des Algériens, quelle que soit leur contestation de ce qu'on appelle le système, ont accepté cette solution à la fois politico-constitutionnelle. Seuls 39,93% des inscrits ont voté au premier tour, soit un taux de participation de 41,13%, le plus faible de toutes les présidentielles pluralistes de l'histoire du pays. Au total, ce sont 9,6 millions d'électeurs qui ont voté sur 42 millions d'inscrits. L'évolution à venir dépend de la capacité du nouveau président à engager un vrai dialogue avec le Hirak. La question qui se pose, est-ce qu'il y aura une véritable volonté politique qui résulterait de la concertation entre l'état-major et le nouveau président pour amener l'Algérie définitivement vers une vraie démocratie et non pas une démocratie factice. Le nouveau président de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, 74 ans, issu de l'ancien régime, était considéré comme l'un des plus proches du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Le Hirak, mouvement de contestation populaire, demande le changement de système et cela depuis 43 semaines. Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel entre le 16 et le 25 décembre 2019. Et sachez que suite à l'annonce de ces résultats, une marée humaine a envahi le centre d'Alger pour conspuer le nouveau chef de l'État. Des manifestations similaires ont été observées dans d'autres villes, à Constantine, à Tizi Ouzou ou encore en Kabylie. Comment se porte la République du Congo? Eh bien, le président Denis Sassou Nguesso prononcera le mardi 17 décembre 2019 à partir de 10h son traditionnel discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Les volets économiques et sociaux sont particulièrement attendus dans un contexte difficile marqué par le problème des pensions des retraités ou encore des bourses des étudiants. Le défi environnemental ne sera pas en reste au moment où le pays fait face à des précipitations de plus en plus abondantes. La plus belle des morts est la mort pour sa patrie, les armes à la main. Ce sont les mots du président nigérien Mahamadou Issoufou qui a rendu un vibrant hommage aux 71 soldats tués lors de l'attaque contre la garnison d'Inates. Une cérémonie émouvante en présence de tous les partenaires militaires du Niger et au cours de laquelle le commandant Anoutab a été élevé au grade supérieur de lieutenant-colonel. Les 70 autres victimes ont quant à elles toutes été élevées au grade supérieur. On fait le point dans ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Le Niger a enterré ce 13 décembre dans l'émotion ces 71 soldats tombés sur le champ d'honneur à Inates, région de Tillabéri. La cérémonie des obsèques nationales en leur hommage a eu lieu en présence du président Issoufou Mahamadou sur le tarmac de l'escadrille nationale de Niamey.
Ces militaires morts pour leur pays ont été décorés et élevés au grade supérieur à titre posthume. Lieutenant-colonel Hassan Anoutab, tes 70 soldats et toi avez fait acte de courage. C'est en cela que votre mort est glorieuse. La nation entière est fière de vous. Vous avez consenti le sacrifice de vos vies pour protéger le Niger. Revendiquée par le groupe État islamique, l'attaque d'Inates est la plus meurtrière subie par l'armée nigérienne depuis le début de l'offensive des djihadistes en 2015. Issoufou Mahamadou a promis plus de moyens aux forces de défense afin de vaincre le terrorisme. Votre sacrifice ne sera pas vain, car le gouvernement continuera le renforcement de leurs capacités sur tous les plans. Pour rappel, l'attaque s'est produite mardi 10 décembre en fin d'après-midi dans la garnison d'Inates, une localité se trouvant à 5 km de la frontière malienne, non loin d'une zone connue pour abriter de nombreux combattants djihadistes, située à près de 250 km au nord de la capitale Niamey. Un deuil national de 3 jours qui a commencé ce vendredi a été décrété. Voilà qui vient mettre fin aux spéculations. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Konan Bédié, le FPI, le Front populaire ivoirien de l'ancien président Laurent Gbagbo présenteront bel et bien des candidats à la présidentielle d'octobre 2020. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse ce jeudi. Reste à savoir sur qui se portera leur choix. Pour l'heure, cette élection s'annonce très disputée. Le président sortant Alassane Ouattara entretient quant à lui depuis plusieurs mois le mystère sur une éventuelle candidature. Sa décision est annoncée pour 2020. Plus rien ne doit se faire en Afrique sans la participation du peuple. C'est ce que préconisent les membres de l'initiative Souveraineté, Dignité et Paix, lancée ce 12 décembre 2019 à Ouagadougou. Cette coalition d'organisations de la société civile revendique une pleine et entière souveraineté africaine et prône de facto le refus de toute forme de diktat extérieur. Voyez ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. L'appel du 12 décembre se veut historique, car c'est dans cette même salle de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou que le président français Emmanuel Macron s'était adressé à la jeunesse africaine le 27 novembre 2017. 2 ans plus tard, devant les mêmes étudiants, Initiative, Souveraineté, Dignité et Paix, du nom de cette coalition d'organisations de la société civile, appelle à une redéfinition des accords de coopération entre l'Afrique et la France, et ce à l'approche de la rencontre prévue à Pau en France début 2020 entre les présidents des pays du G5 Sahel et le président Macron. C'est dans ce sens que les différentes couches de nos populations africaines, indignées par les propos condescendants et paternalistes du président Emmanuel Macron, ont, dans un mouvement d'ensemble, décidé de lancer cette initiative d'expression citoyenne à la souveraineté, à la dignité et à la paix des peuples africains. Un élan de sursaut qui appelle à la mobilisation des acteurs de tous bords, à refuser toute forme de diktat extérieur et à revendiquer une pleine et entière souveraineté du continent. Dorénavant, il faudra compter avec les peuples, notamment dans les débats qui impactent leur vie quotidienne, dixit la coalition. Ça ne sert à rien que je vous explique tous les jours comment se passe le mécanisme. Non. Ce qui est important, c'est comment c'est qu'on sort de là. Parce que vous êtes la génération qui va devoir nous sortir de là. Nos dirigeants ont une légitimité qui n'est pas la légitimité du peuple. C'est pour ça que vous pouvez crier et ils n'entendent pas, parce qu'au fond, ce n'est pas vous qui les avez élus. L'initiative est conjointement portée par au moins 5 pays du G5 Sahel. Plusieurs manifestations entrant dans le cadre de l'appel de Ouagadougou seront organisées les jours prochains sur une bonne partie du continent, annonce la coalition. Une rencontre des initiatives souveraines est également annoncée à Pau, ville symbolique pour la révolution au Burkina Faso du capitaine Thomas Sankara.
Qu'est-ce qui se joue au Palais des Verts de Ngouakélé au Cameroun? Une session extraordinaire convoquée par le président Paul Biya s'est ouverte ce vendredi à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de ces travaux n'a pas été officiellement communiqué, mais selon certains observateurs, elle devrait porter notamment sur l'adoption du statut spécial à donner aux régions anglophones. Notons que cette session parlementaire intervient plus de 2 mois après le grand dialogue national qui visait à trouver des solutions à la crise anglophone qui dure depuis 3 ans. Elle doit durer au minimum 15 jours. Les frontières du Nigeria s'ouvrent à la libre circulation des personnes. Les détenteurs d'un passeport africain pourront, dès janvier 2020, obtenir un visa à leur arrivée dans le pays. Une annonce du président Muhammadu Buhari, saluée par certains, mais qui laisse perplexes certains observateurs. Explication avec Siamlo Victoria Sédier. Comme l'Éthiopie en 2018, le Nigeria va accorder à partir de janvier 2020 le visa d'entrée à l'arrivée aux Africains. Auparavant, ceux-ci devaient faire une demande à l'avance dans les ambassades ou consulats nigérians, démarche qui sera supprimée. Le président Muhammadu Buhari l'a annoncé lui-même sur son compte Twitter le jeudi 12 décembre, estimant que cela montre l'engagement du Nigeria en faveur de la libre circulation des Africains en Afrique. Le Nigeria est déterminé à soutenir la libre circulation des Africains en Afrique. Lors du forum d'Assouan en Égypte, j'ai annoncé qu'en janvier 2020, nous commencerons à délivrer des visas au point d'entrée au Nigeria à toutes les personnes titulaires d'un passeport de pays africains. L'initiative s'inscrit dans la droite ligne de la zone de libre-échange continentale dont l'objectif majeur est de faciliter le déplacement et le commerce intra-africain. Mais les observateurs restent sceptiques sur la bonne volonté du Nigeria, lui, dont les frontières terrestres sont encore fermées, avec un impact sérieux sur l'économie de ses voisins, comme le Bénin et le Niger. La vulnérabilité des frontières nigériennes peut justifier une telle décision politique. Mais ce qui reste dommage, parce qu'une telle mesure reste contre-productive. Le Nigeria n'est plus aujourd'hui un pays d'immigration, mais plutôt un pays de transit. Le Nigeria ne peut pas en aucun cas persister dans cette position, parce que les retombées déjà au niveau des douanes nigériennes se font ressentir. La mesure est sans doute une très bonne occasion de promouvoir la destination Nigeria, première économie d'Afrique et premier marché du continent avec 190 millions d'habitants. Car, en dépit de ses énormes potentialités, le secteur touristique a longtemps été affaibli par l'insécurité. Le Maroc se cherche un nouveau modèle de développement. Une commission spéciale a été mise sur pied en ce sens. Une commission composée de 35 membres nommés ce 12 décembre par le roi Mohamed VI. La plupart d'entre eux sont des spécialistes des questions liées au développement, à l'instar de l'enseignant et politologue Mohamed Tozi. Certains sont déjà membres d'institutions nationales, mais on retrouve toutefois quelques profils littéraires tels que l'islamologue Rachid Benzine. La seule surprise vient de la nomination de Karim Tazi, administrateur de société plutôt habitué aux sorties polémiques. L'équipe devra livrer son rapport fin juin 2020 au souverain chérifien. L'ananas du Bénin veut se faire une place sur les tables européennes, une ambition à portée de main grâce à la qualité du fruit, mais aussi et surtout grâce à l'adoption de bonnes pratiques agricoles. 4 entreprises d'exportation sont d'ailleurs d'ores et déjà titulaires du certificat global GAP. Explication dans ce reportage de Leftionou, notre correspondant à Cotonou. Principale culture fruitière au sud Bénin, l'ananas est produit, transformé en produits dérivés et exporté dans la sous-région et à l'international. Betty Guedegbe-Makos, promotrice de l'entreprise Les Fruits Tiyou, située à Alada dans le département de l'Atlantique, s'investit dans l'exportation de l'ananas frais vers l'Europe et la transformation. Elle exporte par semaine 6 tonnes d'ananas frais biologiques. En matière de transformation de l'ananas, nous transformons 23 tonnes d'ananas jour et pour l'obtention de 12 000 litres de jus par jour. Les acteurs de la filière ananas du Bénin adoptent les bonnes pratiques agricoles. À l'instar de nombreux exportateurs et entreprises de production et d'exportation comme les fruits Tiyou, Saveurs du Bénin, les délices fruits du Bénin, Jean-Xavier Satola, promoteur de l'entreprise Fruits d'Or, a œuvré pour avoir la certification globale GAP afin d'accroître l'exportation vers l'Europe. Ça montre que nous avons de bonnes pratiques agricoles et que les gens peuvent consommer nos produits
sans souci. C'est eux qui ouvrent la voie. Et aujourd'hui, leur exemple sert pour les autres producteurs qui peuvent aussi savoir que tout producteur du Bénin peut être certifié Global Gap s'il a la même détermination. Au Bénin, la filière ananas a connu une crise liée à l'exportation de l'ananas traité à l'étéphon en 2016. L'équivoque a été levé sous la houlette de l'organisation Partner for Development PFD en 2017. A noter que l'ananas contribue à hauteur de 4,3% du PIB agricole et 1,2% du PIB global du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.